Prendre la parole, de demander que nous fassions une minute de silence, parce que le Mali, c'est aussi des victimes. Depuis 2011, 2012, 2013, après la déstabilisation de la Libye, le Mali n'a pas commencé avec les sanctions de la CEDEAO. Donc pensons déjà à ces Maliens qui sont tombés sur le front de la lutte pour défendre leur territoire. Et par la même occasion, pensons aussi à toutes les victimes, évidemment, de l'impérialisme. Je veux penser ici à Patrice Lumumba, puisque nous sommes dans la région. Je veux penser aussi à Osende Afana, nous sommes dans la région. Je veux penser à Pierre Moulélé. Je veux penser à toutes les victimes, justement, de l'impérialisme. Merci beaucoup. Merci. Nos sœurs du Mali, je vais vous remercier beaucoup parce que visiblement, quand on fait le tour, nous sommes la seule, en tout cas le seul moment où nous pouvons exprimer notre soutien au Mali, dans tout le pays, de façon organisée. Quand on regarde l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, même dans les quartiers, on ne parle pas que du Mali, parce que le Mali est au devant, mais le Burkina c'est pareil, le Niger c'est pareil, le Sénégal c'est pareil. En réalité, nous avons une CEDEAO qui est en contradiction avec les peuples de la sous-région Afrique de l'Ouest. C'est quand même assez curieux. Et par la même occasion, je voulais renouveler nos remerciements aux aînés qui sont venus, nous témoigner aussi ce soutien au Mali. Ça a été dit tout à l'heure, ils ont beaucoup d'expérience, ils ont beaucoup milité, avec les succès, avec les échecs, mais c'est tout ça l'expérience. Donc nous devons aussi apprendre d'eux et ne jamais cesser dans ce sens. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été déjà développé par l'aîné Jean Gouabi, mais il est naturel que le Mali est victime de la recolonisation militaire de l'Afrique. Ça, c'est la première chose à noter. Le Mali est victime de la recolonisation militaire de l'Afrique. Ce qui s'est passé en Libye, il y a aujourd'hui beaucoup d'éléments, des travaux ont été faits, des témoignages ont été faits. Il faut juste savoir que dans le cadre de la guerre qui a été imposée à la Libye, il y a eu des accords, ce qu'on appelle un deal entre les Touaregs originaires du Mali, mais qui étaient dans l'armée de Kadhafi. Ce n'étaient pas les seuls. Tout le pourtour de la Libye donnait des soldats dans l'armée libyenne. C'est une façon pour Kadhafi aussi d'intégrer les pays autour de lui. Et ces Touaregs, ceux qui ont après créé ce qu'on appelle le MNLA, le Mouvement National de Libération de l'Azawad, ont signé des accords avec les Français pendant qu'on conspirait pour déstabiliser la Libye, de façon à ce que, si Kadhafi tombait, on allait aider ces populations pour créer justement l'État du Nord Mali qu'on appelle l'Azawad. Et c'est très important comme élément, parce que ce sont des cadres du MNLA qui ont fait des déclarations pour justement dire que la France les a aussi lâchés, parce que finalement le dessein de la France n'est pas allé jusqu'au bout, puisqu'il y a la résistance malienne sur cette question. Et donc ce sont des éléments très importants sur lesquels il faut travailler. Donc il y a en tout cas un complot qui a été fait, qui a été ourdi, puisque la France par la suite a imposé au Mali quasiment la solution de la scission. Le parallèle a été fait avec la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez que le président Gbagbo avait fait venir les Français sur la base des accords qui préexistaient à son arrivée au pouvoir. On peut ne pas être d'accord, mais lorsque les Français sont arrivés, ils ont imposé une solution au régime légal et légitime de la Côte d'Ivoire, en mettant les rebelles sur le même pied d'égalité que le régime ivoirien. C'est ce qu'on appelle les accords de Marcoussis, dès janvier 2003. Et toute la suite, vous le connaissez, une série d'humiliations jusqu'à l'élection de 2010, alors que la Côte d'Ivoire était toujours divisée. Et on arrive finalement à cette élection qui a conduit au bombardement du palais d'un chef d'État en 2011, qui a été pris comme un rat et qui a été transféré, comme à l'époque de l'esclavage, à la CPI. On arrive à cette situation ubuesque où 10 ans après, finalement, il a été acquitté. Tout ça pour ça, jusqu'à humilier un chef d'État qui, justement, a été au pouvoir dans les conditions que l'on sait, mais on peut comme reconnaître à Laurent Gbagbo d'avoir
combattu pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Mais on l'a quand même transféré comme un rat à la CPI. Tout ça, c'était pour permettre à Ouattara de faire ses 2 mandats. Et finalement, le super démocrate Ouattara nous a pris un 3e mandat en manipulant la Constitution. Tout ça, c'est connu. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Je rappelle juste que pour l'élection de M. Ouattara, il a écarté Guillaume Soro, qui a été son compagnon. N'oublions pas Bédier, qui lui a permis finalement d'arriver au pouvoir en 2010. Et c'est la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. On a décapité une personne en Côte d'Ivoire lors de cette élection de 2020 qui a été contestée. La CEDEAO n'a rien fait. Et Ouattara l'a dit lui-même dans les déclarations publiques que les décisions des cours de justice africaines, puisque les opposants ont fait recours à ces cours, Ouattara a dit non. Ces décisions sont nulles, de nul effet pour la Côte d'Ivoire. Et c'est le même qui a contribué au vote de la CEDEAO qui doit s'appliquer sur le Mali. Ce sont ces contradictions que la jeunesse africaine ne peut plus supporter. On parle aujourd'hui de régime illégitime au Mali, mais personne ne peut soutenir l'idée que les autorités maliennes ne soient pas issues par un système, on va dire, accepté par les Maliens pour qu'il soit légitime. Personne ne le soutient. Mais quand on parle de régime illégitime, c'est justement ce fameux coup d'État du mois d'août, 18 août, il me semble, 2020, du groupe de colonel Assimi Goïta, qui a porté ce qu'on appelle la junte au pouvoir. Mais on oublie très vite qu'avant ce coup d'État de 2020, il y a eu une dizaine d'années de frustration que les Maliens ont porté. Et à partir du 5 juin 2020, c'est-à-dire que 3 mois avant le coup d'État d'Assimi Goïta, ce sont les civils maliens qui ont payé de leur vie. Où était la CEDEAO? Les civils maliens de juin jusqu'en août. On peut d'ailleurs dire que le coup d'État a été presque l'accompagnement d'un mouvement civil qui avait mûri. Et quand les militaires ont fait leur action, c'était comme un fruit mûr, finalement. Et donc, quand on parle d'illégitimité, le Premier ministre actuel, Choguel Okala Maïga, c'est lui qui portait avec d'autres le mouvement du M5, ce fameux 5 juin, qui a fait les manifestations du mois de juin jusqu'au mois d'août, finalement. Et donc, c'est le président, lorsqu'on a fait le premier coup d'État, qu'on appelait Diokounda Traoré, il me semble, c'est ce président qui a été imposé finalement par la France, protégeant au passage Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, et ce président, non, c'est Bandao, qui a été imposé par la France, ignorant le mouvement civil, le M5. Et ça conduit à sa déstabilisation par les mêmes militaires qui ont finalement rectifié ce mouvement, puisque finalement, ce sont les civils qui ont fait la révolution malienne contre Ibeka, contre l'insécurité. Les civils ont été écartés lors de la première phase du coup d'État, et ce sont ces civils qui sont considérés comme illégitimes aujourd'hui dans cette transition. Parce que, ne nous cachons pas, c'est le discours du Premier ministre Maïga à l'ONU qui a déclenché l'ire des Français pour dire qu'ils vont récupérer leurs troupes, etc. Sa fameuse phrase « La France nous a abandonnés en plein vol ». Et c'est la vérité. Lorsque les partenaires vous abandonnent en plein vol, alors que vous avez un territoire qui est occupé, on va chercher d'autres partenaires. C'est ce qu'ont voulu faire les Maliens, tout simplement. Il faut noter aussi que ce mouvement, donc cette alliance entre la junte et les civils, n'est que l'expression de la volonté de souveraineté des Maliens. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, les Maliens manifestaient tout le temps parce qu'il n'y avait pas de résultat sur le front de la lutte contre les djihadistes. Les Maliens ont commencé à douter de la capacité française de mettre fin à cette occupation, et c'est ainsi justement que ce mouvement du 5 juin 2020 a été mis en place. Donc ce mouvement ne fait que dire ce que pendant quelques années, là, 3 ou 4 ans, les Maliens disaient tous les jours dans la rue. Et on a voulu expliquer que ce régime était illégitime, ce régime n'avait pas de légitimité populaire au Mali, mais entre nous, lorsque l'on a été à la base d'un mouvement populaire, on doit être au pouvoir. Théoriquement, c'est ça. Donc le M5 a été écarté dans un premier temps, il y a une rectification qui a été faite, le M5 est revenu, il revient donc à cette junte et à ces civils d'organiser tranquillement le processus électoral. Et donc, je voudrais surtout que nous puissions dire aux autorités maliennes qui aujourd'hui sont au devant de la scène que ce qu'ils vivent au Mali
n'est pas propre au Mali. Et nous devons faire très attention à ça. C'est déjà arrivé ailleurs, tout à l'heure, l'aîné l'a dit. Ce qui arrive au Mali, ce n'est pas une malédiction. Ce qui arrive au Mali, ce n'est pas parce que les Maliens sont congénitalement incapables de se gouverner. Ce qui arrive au Mali va arriver à un autre pays africain demain, parce que nous avons une base qui est fausse en Afrique. C'est-à-dire que les indépendances des années 60, nous le savons tous, n'ont pas été acquises dans les conditions nous permettant d'assurer le développement comme il faut. Il y a souvent cette mauvaise analyse des années 60 où on explique que finalement, c'est parce que les Africains n'ont pas pu s'accorder sur l'alignement sur l'Est, le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest. Ça, ce sont des arguments qui sont assez... qui n'ont pas de consistance en réalité. Il faut bien se rappeler que le Mali tel qu'il est aujourd'hui, le Congo tel que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le résultat de la conférence de Berlin de 1885. C'est-à-dire que d'une division de nos territoires selon les intérêts des puissances internationales. Ils se sont réunis, donc ils ont fait une coalition, comme ils ont fait avec la Libye, avec l'OTAN, c'est une coalition pour pouvoir dépecer la Libye. Et donc, nous sommes des États qui ont été pensés par des autres, des territoires, des frontières pensées par des autres. Et justement, l'EUA en 63, lorsqu'on crée l'EUA, il y a deux tendances. Il y a la tendance des Kwame Nkrumah qui voulait absolument créer un État fédéral tout de suite, et justement créer une armée fédérale, créer les États-Unis d'Afrique, créer une banque, etc. Tout ce qu'il faut pour être un État normal, moderne. Il y avait l'autre tendance, celle qui voulait la coopération entre États. C'est la tendance des Houphouët-Boigny, si vous voulez. Il y a deux groupes, on appelle ça le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. Et donc, finalement, l'EUA, c'est la victoire du groupe de Monrovia, il faut le dire. C'est la victoire du groupe de Monrovia. Et en 64, justement, au Caire, il y a ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières. Donc, ils sont réunis d'abord à Addis Abeba en 63, et un an après, ils ont validé, ils ont dit les frontières que nous avons héritées de la colonisation sont intangibles. Intangibles. Donc, le Mali est aussi victime d'une situation historique que nous avons tous héritée et qui va continuer à nous faire mal tant que nous ne reposerons pas tous ces problèmes sur la table, les questions de frontières. Mais ça ne peut être que dans un cadre fédéral africain. C'est pourquoi le panafricanisme pose les États-Unis d'Afrique. Ce n'est pas une question de caprice ou de sentiment. C'est une question fondamentale et rationnelle. Comment nous pouvons revoir nos frontières à l'intérieur d'un espace politique, donc d'un État, super-État, qui existe ailleurs. Les États-Unis, c'est un super-État. Comme la Chine aussi, dans une certaine mesure, c'est un super-État. Ce sont des grandes provinces qui sont mises ensemble. Donc nous pouvons nous aussi poser le problème de ces États d'une manière ou d'une autre. Parce que nous avons hérité d'une situation qui n'est pas normale. Alors donc quand on dit que les conflits des années 60, c'est juste des problèmes idéologiques de positionnement, non. Je vous rappelle qu'avant 63, donc avant l'EUA, il y a en 55, il y a Bandung. Bandung, c'est une réunion des États qui se préparaient à être décolonisés, qui refusent la présence des États-Unis, c'est-à-dire que de l'Ouest, puisque nous sommes 10 ans après la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide est déjà installée. Bandung a une particularité, ils disent que de toutes les façons, que ce soit l'Est ou l'Ouest, ils ne veulent que des clients et des pays satellites. Donc si vous avez l'indépendance, il faut s'en méfier. Et Bandung, on passe très vite à proposer un cadre, ce qu'on appelle un compte rendu. Lisez le compte rendu de Bandung. Parce qu'au moment où nous nous acheminons vers les indépendances en 1955, il y a déjà des pays dans le monde qui ont pris leur indépendance un siècle et demi avant. Il suffit de regarder l'Amérique du Sud. Tous les pays ont pris leur indépendance autour de 1810, à peu près par là. Même Haïti, 1804. Donc Bandung analyse ces pays qui avaient pris leur indépendance un siècle, plus d'un siècle avant nous, qui continuent à se battre pour leur souveraineté vis-à-vis des États-Unis, qui est devenue une puissance après la Deuxième Guerre mondiale, vis-à-vis de l'Espagne et du Portugal, les anciennes puissances coloniales. C'est parce que nous n'avons pas assez analysé Bandung que les années 60, pour nous, a été des années d'ivresse, un peu naïves en quelque sorte. Parce que les indépendances qu'on nous a données n'avaient pas les dimensions économiques, les dimensions monétaires, sortir de la monoculture, etc. etc. Ça, c'est le compte rendu de Bandung. Et donc, les Kwame Nkrumah qui arrivent en 63 à Addis Abeba, ils sont déjà au fait de ce que Bandung avait dit. C'est ce qu'on appelle le mouvement des non-alignés en réalité. Ils sont au fait de ce que Bandung avait dit pour que nous puissions avoir des indépendances sérieuses, véritables. Alors, avant 63, quels sont les événements qui confirment Bandung? Il y a déjà Barthélemy Boganda, 29 mars 59. Peut-être que ça ne vous dit rien, Barthélemy Boganda, il était ici à Brazzaville. C'est l'un des grands leaders panafricanistes qui disait exactement ceci. Les partisans de l'État fédéral d'Afrique centrale sont aussi les partisans de l'indépendance. C'est-à-dire que construire les États
haïtien individuel, c'est un suicide. Et nous le vivons aujourd'hui. Barthélémy Boganda l'avait déjà dit. Mais en 1959, à peine rentré à Bangui, puisque son projet d'unité de l'Afrique centrale avait échoué, vous avez aujourd'hui le pays qu'on appelle la Centrafrique. Mais pour nous jeunes, ça ne veut rien dire. Mais en réalité, la Centrafrique, son vrai nom, c'est Lubangui Chari. La Centrafrique, c'est le nom que Barthélémy Boganda avait proposé à ses pairs de l'Afrique centrale. Nous serions tous des Centrafricains, en réalité. Et quand ce projet échoue, Barthélémy Boganda, quand ce projet échoue, il repart en Centrafrique avec son idée toujours des États-Unis d'Afrique. Et ça a un lien avec sa mort en plein vol sur Berberati. Son avion s'est éclaté et Boganda a disparu. Mars 1959. Et Boganda à Brazzaville, on n'en parle plus. C'était le grand leader de l'Afrique centrale. Il a presque pensé les institutions qui allaient suivre Barthélémy Boganda. Notez-le quelque part. Ensuite, vous avez la mort de Lumumba, 60, janvier 61. Ça confirme Bandung en réalité. Et ensuite, toujours en 60, vous avez un petit pays qu'on appelle le Portugal, puisque finalement il devenait petit. Il avait perdu le Brésil, il avait perdu tout. Il s'est accroché à 3 autres pays africains, le Mozambique, la Guinée-Bissau et l'Angola. Il a fait la guerre en 60 contre ces pays. Les Nkrumah ont vu ça. Avant 63, Nkrumah a dit explicitement ceci. Je peux vous le lire rapidement. Lors de la conférence de 63, à Addis Abeba, Nkrumah a dit que, je cite, « En Afrique, il ne nous a pas fallu longtemps pour découvrir que la lutte contre le colonialisme ne cesse pas avec l'accession à l'indépendance nationale. À moins que nous ne réalisions l'unité africaine maintenant, nous qui siégeons ici aujourd'hui serons les victimes et les martyrs du néocolonialisme. » Ils sont combien aujourd'hui? Ils sont combien aujourd'hui qui ont été victimes du néocolonialisme parce que nous n'avons pas pris les bonnes décisions au bon moment. Et donc, les bases qui ont été sapées pour le Mali ont été sapées pour tous les pays africains. Il revient à nos élites politiques, à nos classes politiques, de revoir leur copie, de dire de l'autonomie financière, donc de la monnaie. Qu'est-ce que cette démocratie a apporté sans souveraineté? En réalité, la démocratie et la souveraineté sont consubstantielles. Si on vous pose le problème de la démocratie, si on vous posait à vous ici au Congo le problème de la monnaie, du franc CFA, le problème de la dette, le problème du pétrole, ce n'est pas la démocratie, on vous vend du vent. Donc, c'est pour ça qu'il est très important que nous puissions poser le problème du Mali en disant aux Maliens que vous ne vous en sortirez pas seul. Vous vous en sortirez dans un cadre fédéral. Comme la devise malienne le dit, un peuple, un but et une foi. Il faut qu'ils s'unissent, mais ce n'est qu'une partie du combat. Chaque pays africain a un projet panafricain. Nous devons aider nos populations, grandir leur conscience pour comprendre justement que si nous ne faisons pas les États-Unis d'Afrique, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas pour ressembler à quelqu'un, c'est juste que notre histoire nous condamne à le faire. Nous sommes des pays lilliputiens, c'est-à-dire que petits, minuscules. Le Congo ne représente par exemple pas une petite commune de Pékin. Donc vous ne pouvez pas peser dans ce monde où vous avez des États-continents, des grands ensembles, vous ne pouvez pas peser. Donc c'est rationnel ce que nous disons là. Donc oui pour la démocratie, oui pour les droits de l'homme, etc., etc. Il faut accompagner cela. Il faut que cela s'ajoute dans le calendrier des hommes politiques. Comment nous pouvons poser le problème de la souveraineté? Si nous ne le posons pas, ça ne marchera pas. Faisons un clin d'œil au Congo. Est-ce que notre pays aujourd'hui, les conditions de la conscience collective de la jeunesse sont réunies? Quand vous êtes dans un pays comme le Congo, où on honore la colonisation, vous avez un mausolée à la gloire de la colonisation qui a coûté 10 milliards au départ. On a endetté le pays pour cela. Mais, monsieur de Brazza, je vous rappelle juste que des Congolais ont travaillé sur l'histoire de Brazza. Il y a des documents, il y a des thèses, il y a des mémoires. Et je vous présente par exemple un mémoire qui a été fait à Rouen par Atondi, le PAS, sur la perception de la presse française de l'aventure coloniale entre 1880 et 1890. Qu'est-ce que la presse française dit elle-même? Elle traite l'aventure de Brazza de diplomatie de la canonnière, diplomatie du canon. Les compatriotes de Brazza traitent son aventure de diplomatie de la canonnière. Nous qui en sommes des victimes, nous en faisons l'éloge. C'est quand même extraordinaire. Ok? Aussi.
J'ajoute que l'affaire de Brazza a un côté spectaculaire. Mais nous vivons dans un pays où nous avons les égrégores de la colonisation à chaque coin de rue. Je vous prends deux exemples, et qui sont les compagnons de Brazza, justement. Parce que de Brazza n'était pas seul. Il avait dans son équipe des marchands, des Dolisie, des gentils, tous ces gens-là qui ont sillonné tout l'espace de l'Afrique centrale, parce que de Brazza était devenu leur chef. Et de Brazza a donné des ordres écrits. Il y a une thèse d'ailleurs de quelqu'un qui est à l'université, je ne vais pas citer son nom pour ne pas l'embêter, qui reproduit les notes que de Brazza a envoyées, par exemple à Marchand, le stade Marchand. Vous voyez le stade Marchand, c'est un compagnon de Brazza, Monsieur Marchand. Et Monsieur Marchand a eu les ordres écrits de Brazza pour assassiner Mabila Manganga. Donc le stade Marchand, c'est aussi un criminel. Mais la rue qui longe le stade Marchand, qui va d'ailleurs avec l'ambassade de l'Angola, cette rue s'appelle Lucien Fourneau. 2 ans après, Lucien Fourneau a tué Boïta Mbongo. Il a découpé sa tête. Comment voulez-vous favoriser la conscience collective nationale lorsque vous avez comme ça des dénis d'histoire? C'est comme ce fait à Paris, où on fait l'éloge du nazisme dans chaque coin de rue. Non, on ne peut pas construire la conscience collective de cette façon. Et je voudrais finir par vous dire que nous sommes le peuple africain. Le peuple africain est le peuple par où l'humanité est passée. Ce n'est pas faire apologie que de le dire. Nous sommes du premier matin de l'histoire cosmique. Vous voyez, ça donne des responsabilités. Ça veut dire que la façon dont le monde est conduit, en tant qu'homo sapiens sapiens, nous avons, nous, les grands frères de l'humanité, une certaine responsabilité. C'est pourquoi nous devons nous occuper des questions de géopolitique. Nous devons nous occuper des questions de géostratégie. Parce que nous avons, nous, une certaine responsabilité, sauf si on n'a pas conscience de ce que nous sommes dans l'histoire de ce monde. Donc, je voudrais dire que nous devons absolument avoir cette conscience pour que nous puissions porter le combat du Mali aujourd'hui, du Congo demain et de toute l'Afrique. Et je finirai par dire ceci. L'impérialisme n'a pas de frontières. L'impérialisme n'a pas de frontières. Là où l'impérialisme trouve son intérêt, il va débarquer. Je vous prends un exemple. Il y a quelques années, j'ai été invité par les BRICS en Allemagne. Nous avons débattu et il y avait des Grecs qui étaient là, juste avant que le mouvement Tsipras n'arrive au pouvoir. Et les Grecs étaient déjà en difficulté. Celui qui représentait la Grèce était en train de se plaindre que, voilà, le FMI débarque chez nous, nous ne sommes pas un pays africain, etc. Et je vous rappelle que ce que le FMI demandait à la Grèce, c'est même pas le millième de ce que nous subissons des plans d'ajustement structurel depuis la crise de l'endettement au début des années 80, quand le Mexique a décidé qu'il ne pouvait pas payer. Nous, c'est multiplié par 1000. Et j'ai répondu à ce grec, vous voyez l'impérialisme. Quand ça nous touchait en Afrique, la Grèce ne disait rien. Mais l'impérialisme sont ses intérêts en Grèce, et l'impérialisme va vous frapper très fort. Et donc nous devons prendre conscience que l'impérialisme n'a pas de frontières, n'a pas de couleur. Évidemment, nous, Africains, nous avons une histoire particulière. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, des élites qui ont fait une capitulation. Nous élites ont capitulé. Au Congo, on ne doit pas parler des questions de souveraineté, pas parler du pétrole, pas parler de la monnaie, pas parler de la dette. On peut parler des élections non transparentes, mais ça, il ne faut pas parler. Et toute la classe politique a très peur. Nous devons briser ce silence. Merci beaucoup. Medinzela nayo ya Lumumba, Medinzela nayo ya Che Guevara, Medinzela nayo ya Malcolm X, Medinzela nayo ya Umniope,